Bonjour Edouard. Bonjour Cédric. Ça fait tout juste 4 ans que la guerre en Ukraine a débuté. Zelensky reste notre dernier rempart contre la barbarie russe. Comme dirait le chancelier Merz. Exactement, dont vous nous avez parlé la semaine dernière. Il reste l'Europe du côté de l'Ukraine, les États-Unis aussi, mais ils ne veulent surtout pas dépenser d'argent et veulent juste en tirer des bénéfices. Donc l'Europe qui vient d'allouer 90 milliards d'euros, ça fait quand même une paille, surtout dans la situation économique de nos différents pays. La Hongrie, néanmoins, a mis son veto, car elle exige une contrepartie pour son acceptation. Cette contrepartie serait que le gaz russe puisse transiter à nouveau par l'Ukraine. Et à partir de là, peut-être qu'elle reverra sa position. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les Hongrois sont pas suicidaires comme les Allemands et les Français? Alors quand je parle des Allemands et des Français, je parle des peuples français et allemands qui en payent un lourd tribut. Donc la guerre est-elle encore appelée à durer longtemps? Les Russes vont-ils chercher à nous imposer une solution? Alors, ça fait beaucoup de questions, effectivement. D'abord, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est de voir que les Hongrois ou les Allemands de l'Est, qui sont des peuples qui ont fait partir les Soviétiques de chez eux, parce qu'ils se sont soulevés à un moment, parce qu'ils les ont affrontés. Il faut rappeler que Viktor Orban, le 16 juin 1989, avait demandé, alors qu'il avait 26 ans, le premier meeting politique, grand meeting auquel il participe, et il demande le départ des troupes soviétiques. Et les gens sur la place des Héros à Budapest étaient absolument sidérés. Donc Orban, c'est pas quelqu'un à qui la Commission européenne peut faire peur, même si elle essaye de le déstabiliser, c'est évident. Oui, il y a des élections prochainement. Il y a des élections le 12 avril et il est depuis 15 ans au pouvoir. Il peut y avoir un phénomène d'usure. Il est pas certain qu'il soit reconduit. Je pense que ça réjouirait beaucoup de gens à Bruxelles. Il n'arrive pas en tête, en effet, dans les derniers sondages. Voilà. Mais pour autant, connaissant les capacités de survie politique d'Orban, je dirais soyons prudents. Mais voilà, c'est important parce qu'effectivement, Orban est quelqu'un qui défend son peuple, sa population. Fico, le Premier ministre slovaque, défend sa population. Et c'est vrai que les nôtres ne nous défendent pas. Je veux dire, Merz ne défend pas les Allemands, Macron ne défend pas les Français. Finalement, le chef, ça doit être un protecteur. Et c'est ça, qu'on soit en démocratie, en monarchie, dans la forme que vous voulez, que ce soit un roi, un président, s'il est le chef de l'État, sa première mission, c'est de protéger ceux qui lui ont confié un mandat ou à propos desquels il a reçu un mandat, de les protéger. Et de ce point de vue-là, il y a une cassure entre la vieille Europe qui avait... qui s'est, je veux dire, l'Europe centrale qui s'est libérée du communisme et qui a fait l'expérience du communisme. Alors avec les inénarrables Polonais qui évidemment se trompent toujours. Les Polonais, c'est toujours ceux qui se mettent dans la mauvaise file dans l'histoire. Ils ont eu un seul politique, c'était pas un politique, c'était Jean-Paul II, une seule tête politique. Et sinon, ils ont que des chefs politiques catastrophiques. Mais les autres, on voit bien, d'ailleurs on voit bien qu'on a empêché les Roumains d'élire un président raisonnable l'année dernière dans une affreuse manipulation électorale. Tout ça nous dit que il y a en fait un manque de sérieux, il y a une légèreté insoutenable de l'Europe de l'Ouest qui en plus veut faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et alors, en face de ça, il y a la question qui se pose, je l'ai traité dans un article sur mon blog hier, c'est de savoir pourquoi les Russes font durer cette guerre aussi longtemps. Alors, il y a la réponse, évidemment, géniale, d'une intelligence époustouflante de Jean-Noël Barrot, pour dire parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont faibles, etc. Ok, bon, mais à ce moment-là, il faudra nous expliquer pourquoi les Russes, qui sont si faibles militairement, en même temps sont un tel danger pour nous. Il y a une contradiction. Donc, moi, j'ai une autre vision des choses. Je pense que
il faut regarder la réalité de ce conflit. Du point de vue russe, contrairement à ce qu'on raconte chez nous, ce n'est pas une guerre de haute intensité. La mobilisation n'a été que partielle. La guerre, les missiles russes visent surtout des objectifs militaires ou des infrastructures. Les villes en tant que telles n'ont pas été bombardées à l'anglo-américaine. Et surtout, c'est une guerre qui n'est pas menée avec une intensité suffisante, à tel point qu'il y a un débat à Moscou pour savoir s'il ne faut pas y aller carrément beaucoup plus fort. Et pour l'instant, Poutine garde cette ligne de guerre faite, on va dire, d'une guerre de moyenne intensité. Alors pourquoi fait-il ça ? Pourquoi est-ce que l'armée russe se bat comme ça ? Alors que, je suis désolé, on va pas désespérer Jean-Noël Barrot, mais l'armée russe, elle s'est retirée tout à fait volontairement de Kiev en mars 2022 pour favoriser une négociation à Istanbul. Aujourd'hui, si elle mettait le paquet en acceptant des pertes humaines, la guerre serait finie beaucoup plus vite. Mais alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, je pense qu'il y a une guerre d'usure de l'Occident. Et il y a surtout l'idée que comme de toute façon l'Occident cherche la guerre sans fin, ça n'est pas la peine de s'user dans une guerre. Il vaut mieux prendre son temps. Et c'est une position finalement que les Russes partagent avec les Chinois, et on peut dire même avec les Iraniens, parce que certains disaient là, il faut une frappe préventive de la part des Iraniens pour montrer qui ils sont, etc. Ou pourquoi ont-ils accepté le cessez-le-feu en juin dernier, etc. Mais je pense que les non-occidentaux, surtout les pays d'Asie, avec une culture où le temps long est valorisé, se disent que les Occidentaux sont tellement fous que c'est pas la peine d'aller dans une escalade aux extrêmes parce que on se fera du mal à soi-même. Il vaut mieux les user. Mais les Russes doivent bien avoir un objectif de guerre. Alors je pense que les Russes ont un objectif qui est ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. C'est cette région qui historiquement a été conquise et aménagée à partir de Catherine la Grande, Catherine II, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La guerre se finira vraisemblablement autour d'Odessa. Mais ce qui est assez étonnant chez Poutine, c'est qu'au fond, il était prêt à signer Istanbul, les accords d'Istanbul en mars 2022 ou début avril, sans annexion territoriale. Et il a même été, semble-t-il, prêt à trouver un accord avec Trump où il se serait contenté des quatre oblasts qui sont maintenant dans la constitution russe. Et donc on a quelque chose de paradoxal. Alors je vais me faire agonir, mais contrairement à ce que pensent les gens, il y a une certaine modération russe actuelle. Et alors surtout la grande illusion de beaucoup d'experts, de plateaux, d'analyses d'hommes politiques en France, c'est de penser que si c'était pas Poutine, ça serait beaucoup plus favorable à l'Occident. Non, ça serait beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est de savoir si Poutine, actuellement à Moscou et en Russie, c'est de savoir si Poutine n'est pas trop modéré. C'est ça qu'il faut voir. Et là, je pense qu'il n'y a aucune conscience de la détestation des gouvernants occidentaux qui règnent en Russie, en Chine ou ailleurs. Un des autres aspects peut-être à prendre en considération, c'est que l'Ukraine n'est plus au centre de la carte. Par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il se passe des choses ailleurs, au Moyen-Orient, notamment en Iran. Regardons bien une chose, c'est que la guerre d'Ukraine, dans laquelle les Américains ont entraîné les Russes, pour les pousser à la guerre et se donner l'air de nous on défend le droit international. Cette guerre-là, elle n'a pas tourné au désavantage de la Russie et c'est une énorme défaite stratégique pour les États-Unis. C'est comme s'il y avait eu une reprise de la guerre froide
d'une certaine manière, comme si l'Ukraine était un nouvel Afghanistan ou un nouveau Vietnam. Sauf que là, les Russes ne vont pas en sortir affaiblis, mais renforcés. On n'aime pas ça, Jean-Noël Barrot ne le sait pas, mais l'économie russe se porte mieux qu'il y a 4 ans et elle est plus autosuffisante. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, il y a eu cette défaite majeure. Alors, l'équipe Biden, confrontée à cette défaite stratégique, a voulu faire diversion et aller vers le Proche et le Moyen-Orient, d'où l'idée d'autoriser les Israéliens à riposter à l'attaque du Hamas du 7 octobre et d'autoriser les Israéliens à riposter comme des sauvages, d'où aussi les menaces contre l'Iran. Et alors, la difficulté de Trump, c'est qu'il n'a pas réussi à sortir de l'impasse stratégique de Biden en Ukraine, et qu'il est aussi prisonnier là des choix faits par Biden pour le Proche et le Moyen-Orient, en sachant qu'il essaye d'avoir sa propre politique. Mais effectivement, l'Ukraine compte moins qu'il y a 4 ans ou même qu'il y a 1 an, avant l'élection de Trump. La carte blanche donnée, selon vos dires, à Biden aura entraîné Trump dans une guerre sans fin avec l'Iran également. Alors c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il faut attribuer à qui. Il y a, comme on s'en souvient, un projet néoconservateur au début des années 2000 avec 7 États qui doivent être détruits. Il y avait la Libye, il y avait la Syrie, il y avait l'Irak, il y avait le Soudan, et il y avait l'Iran. Sauf que l'Iran, pour l'instant, tient encore debout. C'est le seul État qui n'est pas tombé. Là-dessus vient le fait que Donald Trump a eu une politique extrêmement anti-iranienne lors de son premier mandat. Il est sorti de l'accord qu'Obama avait trouvé avec les Iraniens sur la limitation de l'enrichissement de l'uranium pour éviter que l'Iran aille vers la bombe nucléaire. Un Iran d'ailleurs consentant, puisque sur le plan religieux, dans l'islam, il y a beaucoup d'arguments pour refuser l'arme nucléaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pays musulman qui n'ait l'arme nucléaire, pensons au Pakistan. Mais toujours est-il que l'islam chiite, de ce point de vue-là, ne le souhaitait pas. Bon. Et Trump est sorti de cet accord. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a fait assassiner lâchement le général Soleimani début 2020. Bon, alors là, il est au fond, je pense qu'aujourd'hui, il aimerait mieux, paradoxalement, revenir à un accord avec les Iraniens, c'est-à-dire en fait défaire sa politique d'avant. Il aimerait mieux avoir un deal où les entreprises américaines aient accès à l'Iran. Mais il est prisonnier de sa posture du passé, il est prisonnier des pressions israéliennes, et puis il est prisonnier aussi d'un débat de plus en plus dur au sein de la société américaine. Donc bien malin qui peut dire ce qui va se passer. Notons, parce que tout est connecté, que la Chine et la Russie soutiennent l'Iran beaucoup plus ostensiblement cette fois, avec des livraisons d'armement, avec la mise à disposition de systèmes de détection électronique en cas de tir américain, et que donc, en fait, certains, peut-être j'ai écrit ça moi-même d'ailleurs à l'occasion, certains considèrent qu'en fait c'est une seule guerre qui se mène en Ukraine et aux marges de l'Iran. On va dire en Ukraine et en Israël, mais aux marges de l'Iran. Donc, effectivement, simplement, alors moi je ne ferai aucun pari, je vois beaucoup de gens qui maintenant disent la guerre va avoir lieu, je ne ferai aucun pari sur ce sujet.
Je pense qu'elle peut avoir lieu. Il peut y avoir des frappes limitées, mais même si les Iraniens à ce moment-là considéreront que l'ère des frappes limitées est finie, mais elle peut aussi ne pas avoir lieu en sachant que le coût politique pour Trump dans les deux cas est énorme. S'il déclenche la guerre et s'il y a un porte-avions américain endommagé par des missiles iraniens ostensiblement devant le monde entier, c'est terrible pour la puissance américaine. Mais maintenant, s'il ne va plus faire la guerre, avec un accord qui serait mitigé du point de vue américain, ça sera aussi mauvais politiquement pour lui. Alors la situation américaine est évidemment difficile à analyser. La pensée de Trump est difficile à analyser. On se souvient qu'il avait ramené l'ambassade d'Israël à Jérusalem. Et Tucker Carlson était justement à Jérusalem il n'y a pas longtemps pour interviewer l'ambassadeur américain qui lui a affirmé que légitimement Israël pouvait revendiquer, parce que la Torah le légitimait, les terres du Nil à l'Euphrate. Et peut-être au-delà. On est quand même un petit peu surpris de cette référence. Alors, je me permets une précision. En fait, si j'ai bien compris, l'entretien n'a pas eu lieu à Jérusalem parce que les Israéliens n'ont pas laissé entrer Tucker Carlson en Israël. Il faut quand même se rendre compte du comportement du gouvernement israélien. Ça a eu lieu, ça a été fait à l'aéroport Ben Gurion. Bon. Alors, là-dessus, effectivement, on a dans cet entretien un certain nombre de perles, et en particulier le passage que vous citez, où l'ambassadeur Mike Huckabee, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis un sioniste chrétien, c'est un de ces chrétiens évangélistes américains qui ont une vision complètement folle et qui n'est pas chrétienne sur le fond, il faut en profiter pour le dire, qui est une vision en fait païenne, on pourrait dire, consistant à se réjouir de l'installation de l'État d'Israël parce que le retour des Juifs ou d'un certain nombre d'entre eux sur la terre d'Israël serait le prélude à l'avènement de Jésus-Christ, le second avènement, puisqu'on sait que pour les chrétiens, le Christ vient à la fin de l'histoire, il revient à la fin de l'histoire, quand le monde entier a connu l'Évangile et a fait son choix, pour ou contre. Donc pour hâter l'avènement Et donc pour hâter l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, eh bien, il faut que les Juifs israéliens triomphent, parce qu'à ce moment-là, le Christ vient. Alors, d'abord, c'est une représentation totalement stupide, puisque ça nous annonce une guerre un jour entre chrétiens et juifs en Israël, puisque si les juifs d'Israël ne veulent pas se convertir, qu'est-ce que vont faire les chrétiens qui se sont réjouis de leur installation? Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une vision totalement anti-chrétienne, puisqu'elle fait l'éloge de la violence. Bon. Alors, Huckabee, non seulement il dit ça, mais il prend un discours israélien maximaliste sur le grand Israël, comme vous dites, du Nil à l'Euphrate, qui est avec une lecture littérale de la Bible et surtout une lecture totalement anachronique, puisque un des éléments fondamentaux quand on est chrétien, c'est de se rappeler que l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, se lit à la lumière du Nouveau, de l'Évangile, et en particulier de la loi d'amour du Christ qui demande qu'on n'ait plus recours à la violence, puisque tous les hommes, tous les êtres humains sont des enfants du même père. Bon, donc Huckabee, il fait cette gaffe diplomatique, et alors ça a eu un effet tout à fait étonnant mais prévisible, c'est que du coup, tous les gouvernements des pays arabes qui flanchaient un peu parce que ils sont pas connus pour leur courage et leur envie de défendre les Palestiniens ou les Iraniens, qui ne sont pas arabes, rappelons-le,
les gouvernements arabes se sont retrouvés obligés de se scandaliser, et il y a de quoi, sur la déclaration de l'ambassadeur américain aux États-Unis, déclaration qui prouve que il n'y a pas deux politiques, il y a une politique américano-israélienne. Est-ce que cette énorme gaffe diplomatique peut pas avoir pour objectif aussi de couvrir l'affaire Epstein? Alors c'est un petit peu osé peut-être comme suggestion. Là encore c'est compliqué. Moi je fais partie des gens qui pensent que c'est Trump qui a le plus œuvré pour la publication des papiers Epstein ou Epstein. Enfin, on ne va pas s'engager dans un débat avec nos auditeurs une nouvelle fois. Moi, je dis Epstein parce que c'est Epstein en anglais américain. Alors, effectivement, c'est très embêtant pour le monde dirigeant américain, en particulier pour les démocrates. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y a la volonté de faire diversion ? On se rappelle que Bill Clinton avait déclenché la guerre du Kosovo pour qu'on arrête de parler du scandale Monica Lewinsky. Donc, tout ça peut jouer un rôle, mais si vous me permettez, j'aimerais dire que je place tout ça dans un tableau général de ce que j'appelle nos temps apocalyptiques. Alors, je vais m'expliquer, je ne fais pas du Mike Huckabee, je ne suis pas un chrétien sioniste. Au contraire, je pense que les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, doivent être très, très prudents sur la question du sionisme et doivent même le critiquer dès qu'ils commence à s'allier à un discours religieux. Hein, si le sionisme reste une politique, s'il était resté en fait une politique raisonnable d'installation d'un État juif en Terre Sainte, coexistant avec un État palestinien, la doctrine de l'Église catholique a toujours été que c'était acceptable, c'était viable. Mais on sait que c'est pas comme ça que ça a tourné. Donc je fais cette longue parenthèse pour dire je ne suis pas un chrétien sioniste. Il n'empêche que je parle de temps apocalyptique. Qu'est-ce que ça veut dire l'apocalypse ? Ça veut dire que l'apocalypse, ça veut dire la révélation. Le dévoilement. Et le dévoilement. Et donc, ça a un sens très 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 clair dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, puisqu'il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse. C'est comme c'est dit par certains prophètes, les pensées profondes, et donc ce qui détermine les actions, sont révélées, sont exposées à la face de tous. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, et là, prenons l'ensemble du tableau et relions tout ce dont nous avons parlé. La russophobie ambiante en Europe et même aux États-Unis, elle en dit tellement sur les pensées profondes qui animent nos milieux dirigeants. Les dossiers Epstein, c'est quelque chose qui révèle le comportement réel. Et comme je le disais il y a deux vidéos, je suis encore moins surpris de la capacité occidentale au génocide à Gaza quand je vois que les cercles Epstein étaient capables de torturer des enfants. Après tout, les enfants de Gaza et les enfants des chambres closes des orgies epsteiniennes étaient, c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre. Et regardons l'ensemble. Effectivement, cette révélation, regardons ce que ça nous dit sur l'humanité, la crise de Gaza. Combien d'États d'États sont vraiment allés au secours des Palestiniens? Il n'y en a pas beaucoup, à part l'Iran et le Yémen dans Nasrallah. Moi, j'ai vu beaucoup de discours. J'ai vu beaucoup de discours, y compris en Chine, en Russie, les BRICS, etc. Mais qui est allé
au secours des Palestiniens. Et quand je parle de temps apocalyptique, vous voyez, c'est pas du tout dans un sens, ça va être déclencher l'orchestre wagnérien et ça va partir dans tous les sens. Il y a des. C'est pas l'Armageddon. C'est pas l'Armageddon, etc. En revanche, ça il me semble que c'est profondément chrétien. L'Esprit Saint, c'est cette brise légère qui se révèle au prophète Élie. Dieu ne fait pas de bruit, comme disait saint François de Sales. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Et ben précisément, ce qu'on voit finalement dans ce fracas du génocide israélien à Gaza, de la guerre d'Ukraine, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu de gens, très peu de gens, qui finalement font preuve d'humanité. Et c'est ça qui pour moi se joue en fait en particulier à Gaza, puisqu'on aura vu finalement une communauté internationale capable, à quelques exceptions près, rendons hommage aussi à l'extraordinaire Afrique du Sud, qui a porté la question du génocide devant un tribunal international. Ben, on aura eu beaucoup de complicité et beaucoup de lâcheté aussi. Et ça, c'est ça la révélation de notre temps. Et contrairement à ce qu'on croit, l'Apocalypse, c'est pas boum boum. C'est souvent, au contraire, dans le silence d'un paysage dévasté, qui a tendu la main et qui, au contraire, a aidé à tuer. Merci Édouard. Merci Cédric.